30 000 € les amis. C'est le prix pour 4 billets première classe pour faire Paris-Réunion, Réunion-Paris et encore. Certains jours, ça monte encore plus haut. Ce qui va m'inspirer à faire cette vidéo d'aujourd'hui les amis, puisque là vous avez vu, on est monté dans les hauts de l'île pour profiter d'un temps un peu plus frais. Puisqu'en fait autour du littoral c'est juste intenable, il fait extrêmement chaud. On commence à mettre la climatisation H24, puisque plus on va s'approcher en fait de janvier, qui est, vous le savez, hein, dans l'hémisphère sud, c'est l'été. Donc plus on va s'approcher de janvier, plus ça va commencer à taper extrêmement fort. Donc pour se rafraîchir, qu'est-ce qu'on fait? On prend la voiture et on monte, et en plus ça nous permet de profiter de cet endroit absolument magnifique qui s'appelle le parc du Colorado, et qui me permet donc de me détendre en famille, de profiter de vues sublimes, et évidemment de vous faire profiter de vues sublimes. Et en plus, comme vous le savez, pour moi, les vues ça m'inspire, ça me donne envie ça me donne des idées. Et la vidéo d'aujourd'hui du coup va tourner autour de l'abondance financière. Qu'est-ce que c'est l'abondance financière? Vous savez que c'est une idée, je pense que c'est un concept important à comprendre. Il y a deux mentalités qui s'opposent, ce qu'on appelle la mentalité du manque et la mentalité de l'abondance. En anglais, ils disent scarcity mindset et abundance mindset. En gros, je vous la fais courte, hein, mais le mindset du manque, c'est l'idée, souvent ce sont des idées qui sont inconscientes, ce sont des idées qu'on a au fond de nous. Ce sont donc le mindset du manque, qui est, je pense, le mindset par défaut de la plupart des Français. C'est l'idée qu'en fait, dans le monde, il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde. C'est l'idée qu'il y a un gâteau, et plus quelqu'un prend des parts du gâteau, moins il y en a pour d'autres. Ce qui s'oppose au mindset de l'abondance, qui est qu'en fait de dire que non seulement il y a largement assez de ressources pour tout le monde, mais même en fait le nombre de ressources ne fait qu'augmenter. Je prends un exemple très simple, le nombre de ressources en termes de tout en fait, de production de nourriture, production d'innovation, etc. qu'on a aujourd'hui est 1000 fois plus élevé que ce qu'avaient nos ancêtres. Pour une raison très simple, la révolution industrielle. Mais ce que je veux dire, c'est que plus on innove, plus on avance, plus on trouve des moyens plus optimisés de faire les choses, et plus en fait ça débloque de plus en plus de ressources. Et le gâteau en fait ne fait jamais que s'agrandir. Alors évidemment, en réalité, en fonction des époques, en fonction des contextes, des fois, le mindset du manque est plus adapté. Vous êtes en période de famine, il n'y a rien à bouffer. Il y a juste un mec qui a eu de la chance, dans son champ à lui, ça a poussé, alors que partout ailleurs, ça n'a pas poussé. Et il faut nourrir tout le village. Bon là, effectivement, on ne va pas non plus faire semblant qu'on est dans l'abondance. Et en parlant de ça, c'est le moment d'aller chercher en description tes petits goodies. Tu as les 10 erreurs fatales de l'expatrié et 5 clés pour se lancer sur Airbnb sans argent. Tout ce que tu vas faire, c'est cliquer en description, t'inscrire à la newsletter. Ensuite, tu vas voir dans les articles, il y a un article qui commencer ici. Et c'est l'article qui est featured. Tu as au début de l'article les deux liens pour télécharger gratuitement ces deux petits guides, les 10 erreurs fatales de l'expatrié et 5 clés pour se lancer sur Airbnb. Aussitôt tu appliqueras ces petits conseils, aussitôt tu pourras gagner de l'oseille et quitter le shithole France. On se retrouve tout de suite. Mais je pense qu'à notre époque, quand même, surtout si on a la chance de vivre en Occident, chance avec des guillemets parce que l'Occident malheureusement, il y a toute une série de problèmes. Mais je préfère quand même vivre en Occident que vivre en Inde. et en fait, en réalité, on est quand même dans l'abondance. À savoir qu'il y a des choses à faire, il y a des opportunités, et surtout quand on se projette à l'international, il y a énormément d'opportunités. Je prends l'exemple très simple. Vous êtes boulanger en France, bon, il y a des opportunités, mais si vous êtes boulanger français à l'international, que vous êtes prêt à bouger là où il y a de la demande, en fait, vous avez une tonne d'opportunités. Vous allez bosser en Australie, vous allez bosser en Angleterre, vous allez bosser aux États-Unis, vous allez bosser au Japon. Au Japon, beaucoup de boulangeries de luxe. On serait très content de recruter un Français, boulangerie ou pâtisserie, pour dire nous on a les gâteaux français faits par le Hollandais français, et puis c'est 15 € le pain au chocolat, et c'est vous le mec qui faites le pain au chocolat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a cette abondance. Et cette abondance, en fait, elle existe aussi en termes de, comment dirais-je, de l'argent en circulation. Il y a en fait énormément d'argent en circulation. Il y a juste énormément d'oseille en fait dans le monde dans lequel on vit. Mais il y en a à profusion en réalité. Le problème, c'est que les gens vont dire oui, mais s'il y a une abondance, pourquoi la plupart des gens, je sais pas, ils bossent au SMIC quoi? Parce qu'il y a de l'abondance, pourquoi il ne me suffit pas de monter une boîte et je deviens tout de suite millionnaire? Parce qu'évidemment, cette abondance en fait, elle ruisselle, en ce sens que plus ou moins on en bénéficie tous, mais elle est quand même accessible uniquement à une certaine élite. Je parle des gens qui vivent vraiment dans l'abondance, des gens, comme j'en parlais donc en début de vidéo, qui vont être d'accord de claquer tout simplement 1 an de salaire, parce qu'il correspondrait à 1 an de salaire pour le français moyen, voire un peu plus d'1 an de salaire, tout simplement pour être un petit peu plus à l'aise pendant 24 heures de vol. Je dis 24 heures parce que c'est 12 heures aller, 12 heures retour. Et là, vous avez juste payé l'avion en fait.
vous avez juste payé l'avion et vous avez juste vous avez plus de place pour vos jambes, vous pouvez vous allonger. Évidemment, il y a champagne, il y a un service qui est évidemment bien différent de la classe économique. Hein. Ça, il n'y a pas à discuter, mais enfin, pour 24 heures dans les airs finalement. Et il y a des gens que ça ne dérange pas de payer ça. Il y a des gens que ça ne dérange pas de... Moi, je connais une personne par exemple qui a été dans un internat d'élite, étant jeune. Elle m'expliquait que pendant les vacances, c'était des jeunes qui n'hésitaient pas à claquer 10 000 €, enfin l'équivalent aujourd'hui de 10 000 €, à l'époque c'était en francs, en une soirée, tout simplement. Une soirée, je me demandais même pas comment ils font pour claquer 10 000 €, je sais pas, que ce soit en cocaïne, je sais même pas si j'ai le droit de dire ça sur YouTube, mais que ce soit dans des substances qui coûtent cher, dans des alcools qui coûtent très cher, pour se rendre dans des destinations qui coûtent très cher, ou peut-être on va booker du personnel, etc. pour que la soirée soit vraiment au top et tout. Bon, et encore 10 000 € pour une soirée, mais je veux dire, c'était pas des soirées d'anniversaire importantes ou quoi, hein. C'était genre, il y a 2 semaines de vacances, voilà, le mec il fait une soirée, il va lâcher 10-20 000 balles en une soirée. C'était des gens effectivement dans un internat d'élite qui étaient des fils d'eux, des filles d'eux, etc. Donc qui avaient vraiment accès à une énorme abondance financière. Ça c'était il y a maintenant 20-30 ans. Vous imaginez que c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est peut-être encore plus le cas, puisque la richesse continue de se concentrer. En même temps, elle continue d'augmenter. Mais je pense quand même que le niveau de vie moyen de la classe moyenne d'aujourd'hui a évidemment diminué par rapport à ce qu'il pouvait être il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. D'où l'importance en fait, comme on voit que cette classe moyenne en fait se rétrécit, hein, d'en sortir par le haut. Parce que sinon vous risquez d'en sortir par le bas. Alors, très important pour moi de réaliser en fait déjà qu'est-ce que cette abondance financière existe. L'idée c'est pas de dire ah les sales riches ils ont plein d'argent, il faut les taxer. Non. Je prends l'exemple très simple. Vous avez une boîte en France, elle génère 4 000 bruts. L'État vous prend la moitié, vous vous retrouvez avec 2 000, vous avez un niveau de vie qui est relativement cher, sachant qu'en plus, quand vous êtes en France, vous êtes obligé de vivre dans des quartiers chers, puisque les quartiers un petit peu plus accessibles, malheureusement, c'est de la racaille, c'est insécurisé. Donc pour être dans des quartiers qui sont sécurisés, vous êtes obligé d'aller dans des quartiers chers. Imaginez maintenant que sur ces 4 000 bruts, au lieu de vous prendre la moitié, on prend simplement 5% ou 10%. Mais il vous reste, allez, mettons 3 500. Et vous vivez dans un endroit où le coût de la vie est 2 fois ou 3 fois moins cher qu'en France. Ça veut dire qu'avec ce que vous auriez pu acheter en termes de niveau de vie avec 3 500 en France, simplement en prenant l'avion, vous vous retrouvez avec un niveau de vie qui serait équivalent à 10 000 en France. Donc vous voyez que simplement en faisant quelques petits ajustements, on peut très vite en réalité démultiplier son niveau de vie. C'est pour ça que moi je suis à fond pour l'expatriation, parce que pour moi l'expatriation, c'est vraiment une façon de liquer le système. Le système en France, il y a 3 classes en France, il y a 3 catégories de personnes. Il y a 2 catégories de personnes qui profitent, qui mangent bien, et il y a une catégorie de personnes dont tout le monde a besoin, qui se fait niquer. Les parasites du haut, entre guillemets parasites, c'est pas vraiment des parasites, mais ce que je veux dire, ce sont des gens qui ont les bons contacts, qui sont nés dans les bonnes familles, qui sont propriétaires de très grosses boîtes, qui héritent de très gros patrimoine immobilier, etc. Eux, il n'y a pas de souci, ils ont des assises particulièrement solides dans un pays qui reste un pays occidental, un pays développé, la France. Ils sont à l'aise. C'est les mecs qui vont très bien gagner leur vie, d'accord ? C'est les mecs, comme je vous dis, qui claquent sans hésiter 10 000, 20 000 € dans une soirée, 30 000, 40 000 € dans les billets d'avion. Et là, j'ai même pas parlé de l'hôtel. Vous avez ensuite les parasites du bas. C'est ceux qui viennent de pays où normalement ils auraient été éleveurs de poules, où normalement ils auraient été nettoyeurs de... ça aurait été les mecs qui nettoient la merde dans les élevages porcins, d'accord ? Et ils se retrouvent dans des pays où, en fait, en prison, ils sont mis en prison en France, qu'à l'air libre dans les pays du tiers-monde dont ils viennent à l'origine. Donc vous avez vu, les gens du haut, les gens du bas, ça c'est les gens qui profitent du système. C'est les gens qui ont tout intérêt à rester en France. Mais une troisième catégorie de personnes qui n'a pas vraiment intérêt à rester en France, ou en tout cas si ils activent les bons leviers, s'ils tirent leur épingle du jeu, ont tout intérêt à la quitter, ou on va dire créer les conditions où ils ne sont plus dépendants géographiquement de ce pays. On peut très bien rester en France, être en France la majorité du temps, être en France souvent mais pas la majorité du temps, ça va être à vous de voir en fonction des montages fiscaux que vous allez mettre en place. Je vous recommande évidemment de faire appel à des avocats fiscalistes pour ça. Mais bon, la première étape c'est de monter un biz, j'y viens tout de suite. Donc la troisième catégorie de personnes, c'est ceux qui, grosso modo, le schématisent. Celle qui se fait niquer, vous avez compris, c'est la classe moyenne. Ce sont eux qui produisent les richesses et c'est eux qui sont taxés pour nourrir les 2 autres catégories de personnes. Et quand je dis nourrir les 2 autres catégories de personnes, parce que vous savez aussi que les gens qui sont, vous dites, mais mes taxes vont nourrir les parasites du bas, mais pas les parasites du haut, puisqu'ils sont déjà riches. Mais en fait, si, parce que voyez-vous, quand par exemple Vinci va construire une route, va faire un projet quelconque qui va leur apporter des centaines de millions, vous comprenez bien que ce sont des projets qui sont souvent subventionnés par l'État. Donc ça veut dire que ces très gros contrats, en fait, ils sont en partie financés par les investisseurs privés, mais ils sont évidemment en partie également financés par l'État français, donc par les taxes de la classe moyenne. Donc c'est cette classe-là qui se fait le plus niquer, alors que paradoxalement, c'est celle qui a le plus avantage, intérêt
à se barrer, ou en tout cas, comme j'ai dit, à créer les conditions pour se libérer en fait de cet esclavage. Je pense que si la plupart des gens ne le font pas, c'est pas dû à un manque de compétences, c'est pas dû à un manque d'opportunités, c'est dû à un manque de volonté. Je vous explique. Bon, déjà, première étape, vous allez me dire, ok, je fais partie de la classe moyenne, j'ai bien compris que moi je suis un travailleur, je me fais niquer, je me fais taxer, je touche pas mon RSA en mode RSA Dream, French Dreamer, à rien foutre de mes journées, je suis pas non plus Bouygues, Bolloré, tout ça. Comment je fais pour m'en sortir? Première étape, je répète tout le temps, trouver un moyen de décorréler son temps de son argent. D'accord? Tant que vous allez être employé, ça va être difficile. Comment décorréler son temps de son argent? En créant une entreprise, tout simplement, et en travaillant en tant qu'entreprise et non en tant que personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, il vaut mieux avoir une entreprise de jardinage où vous avez des employés qui ont travaillé pour vous. Pourquoi? Parce que quand j'ai mon entreprise de jardinage et que je fais du marketing, c'est pas moi qui fais du marketing, c'est mon entreprise. C'est pas moi qui vais sur place pour couper les arbres, ce sont mes employés. C'est pas moi qui m'occupe de la comptabilité, c'est ma comptable. Vous comprenez? Et quand l'entreprise grossit, c'est même pas moi qui m'occupe de la gestion, c'est même pas moi qui m'occupe de la stratégie, parce que je peux outsourcer ça à des cabinets de consulting ou bien avoir tout simplement une personne qui est spécialisée en gestion de projet et qui va évidemment faire ce travail à ma place. Ce sont mes employés. En fait, quand on crée l'entreprise, on crée des systèmes. Évidemment, au début de la création de ce système, à moins d'avoir déjà de gros capitaux de départ, vous allez avoir la tête dans le guidon H24. Mais quand ça va commencer à scale, à générer de l'argent, là, vous allez pouvoir utiliser cet argent pour déléguer, systématiser et scaler. À contrario d'un employé qui, lui, est payé pour son output personnel. Même si vous êtes un notaire de haut niveau, vous êtes un banquier de haut niveau, vous êtes un médecin de haut niveau, vous êtes un ingénieur de haut niveau, vous gagnez très bien votre vie, c'est très bien. D'ailleurs, ces revenus peuvent vous permettre de lever des fonds ou d'avoir de la crédibilité auprès d'investisseurs pour monter des boîtes. Très bien. Mais tant que vous en êtes au point où on vous paye pour vous, c'est-à-dire on veut que ce soit Jean-François, l'ingénieur en chef ou je sais pas, le software architect qui va venir designer le software qu'on va faire pour telle boîte, c'est Jean-François qu'on veut. Et si Jean-François il est payé 10 000 € par mois, c'est parce qu'on veut qu'il soit au charbon 12 heures par jour. C'est parce qu'on veut qu'il réponde au téléphone à 20h30 ou à 21h. Vous voyez ce que je veux dire? Donc même si Jean-François gagne très bien sa vie, et encore une fois, c'est une très bonne chose. Vous avez fait des bonnes études, vous avez réussi à avoir de très bonnes opportunités, vous avez réussi à avoir un emploi bien rémunéré, c'est très bien, ça peut être un tremplin. Mais vous ne passerez jamais au niveau supérieur tant que vous n'aurez pas créé des systèmes qui vous permettent de décorréler votre temps de votre argent. Tant que Jean-François ne peut pas dire, ok, moi je suis Jean-François, je suis software architecte, et ben Jean-François il aura vraiment fait un bond en avant quand il dira, moi je suis Jean-François et je possède une boîte de développement logiciel. Et Jean-François il a sous sa coupe des software architectes, il a sous sa coupe des mecs qui bossent pour lui, qui développent des applications, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus dans le logiciel c'est encore mieux puisque évidemment ça peut se faire en ligne, donc ça peut se faire à distance. Donc, première étape, il s'est éteint comme d'habitude quand je parle trop. Première étape, c'est de créer des systèmes où nos revenus et notre output, notre travail vont être décorrélés. Ça veut dire que c'est mon système, c'est ma structure qui me rapporte, c'est pas mon output personnel. Une fois que vous avez créé ça, que ce soit en business en ligne ou hors ligne, si ça ne fonctionne pas, et généralement la première fois ça ne va pas fonctionner, c'est normal, dans l'entrepreneuriat il y a toujours des risques, on risque ou bien de perdre de l'argent ou bien de perdre du temps, on n'est jamais sûr que ça marche, mais si vous continuez d'essayer, à un moment donné il y a un truc qui va fonctionner. Il faut être flexible, il faut pivoter, il ne faut pas s'entêter, il ne faut persévérer que dans les trucs qui montrent qu'il y a un petit potentiel. Vous voyez, il y a une différence entre un mec qui est en train de frotter 2 silex depuis 4 heures et il n'y a rien qui se passe, et un mec qui frotte 2 silex depuis 4 heures mais il voit des étincelles, il voit qu'il y a une petite feuille qui a commencé à prendre feu, il voit qu'il y a un truc qui est en train de prendre. Vous voyez la différence, c'est subtil, hein, parce que dans les deux cas, aucun des deux n'a vraiment un feu qui a pris. Mais il y en a un, il y a du potentiel, il voit qu'il y a un retour, il voit qu'il y a un feedback marché. Ne vous entendez pas dans un truc qui ne marche pas, mais par contre persévérer dans les trucs qui décollent doucement, même si c'est en train de décoller, s'il y a un retour client, s'il y a des gens qui achètent, là il faut persévérer. J'insiste là-dessus parce que souvent on parle de l'importance de la persévérance et c'est important, mais pour moi c'est aussi un risque parce que persévérer dans un truc qui ne marche pas, il n'y a rien de pire. Bref, vous avez lancé un truc en ligne, hors ligne. Je ne vais pas parler de comment lancer un business, enfin on va en parler brièvement, mais je ne vais pas trop insister là-dessus dans cette vidéo puisque j'en parle dans d'autres vidéos, mais vous avez lancé un truc et vous voyez que ça commence à prendre, Vous commencez à avoir pas mal de clients, vous commencez à avoir de l'activité économique, vous commencez à pouvoir déléguer. Là, c'est très important, ne faites pas l'erreur de beaucoup qui se disent je ne peux pas déléguer, j'ai pas confiance dans les autres, il n'y a que moi qui peux le faire. Non. On simplifie, on automatise, on standardise, on crée des documents Word, des documents Google Docs en long, en large, en travers. On crée des vidéos didactiques avec Loom. Si vous faites de la gestion de projet, etc., vous faites un truc qui nécessite de réfléchir, donc forcément qui se fait derrière un ordinateur, vous enregistrez tout avec Loom. Et après, vous allez pouvoir montrer ces modus, ces process à la personne à laquelle vous allez déléguer. Ça, c'est pour les tâches high level. Les tâches low level, c'est encore plus simple. Moi, par exemple, avec Airbnb, vous savez, j'ai des femmes de ménage, etc. Tout est archi documenté.
Là, par exemple, j'ai une femme de ménage qui s'est barrée en vacances pendant 2 semaines. On en a recruté une autre très rapidement. Il y avait tout qui était archi documenté. J'ai envoyé le document avec les accès à tous les appartements. Il y a des liens avec des explications pour nettoyer chaque appart, ce qu'il faut faire, etc., etc. Ce qui fait que je peux gérer mon Airbnb tout en étant ici, c'est-à-dire à, je sais pas, 10 000, 12 000, 15 000 km de la Roumanie. Donc vous avez commencé à déléguer, vous commencez à respirer. Vous commencez à gagner vos 2, 3, 4, 5 000 euros par mois, mais en automatique. C'est-à-dire que c'est une équipe qui fait les choses pour vous. Vous avez simplement à regarder le système d'en haut et vous assurer que ça ne part pas trop en couille. Évidemment, ça partira toujours en couille ici et là. Très bien. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez le choix. Ou bien, vous vous dites, ok, moi ça me convient. J'ai pas besoin de travailler plus, pas besoin de gagner plus, je suis bien. Et vous vous dites, je vais profiter un peu de la vie. Ça peut être une décision temporaire d'ailleurs, je vais profiter pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 6 mois. Ou bien on vous dit, ok, j'ai un système qui marche, je vais scale. Et là par contre, vous n'allez pas vous dire que vous allez profiter de la vie, vous allez continuer d'avoir la tête dans le guidon. Mais attention, très important, on ne travaille pas dans son business, on travaille sur son business. D'accord? Donc tout est délégué et vous, votre travail, c'est de toujours être un travail de scaling en fait, de réseautage